Bonjour à tous, donc avec l'année 1992 à la WCW, après une longue pause, liée notamment à un déménagement, notamment parce qu'il y a aussi eu après le côté, on va puisque ça fait un mois, faisons un mois et demi, 2 mois de pause, et puis bon. Voilà. À partir de maintenant, normalement, je vais essayer de reprendre mon rythme de une vidéo toutes les 2 semaines ou 3 semaines, avec comme vidéo de fil rouge un petit peu les saisons des années 90 pour WCW ou WWF. Donc la dernière fois, j'avais fait 92 à WWF. Que j'avais l'impression d'avoir bien réussi comme vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, j'ai bon, voilà, un petit peu l'impression d'avoir plus ou moins bien réussi, on verra bien. Et puis de temps en temps donc, des vidéos sur d'autres sujets, donc je vais annoncer tout de suite les prochains sujets pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions et faire en sorte que je traite certains aspects de tel ou tel thème aussi, histoire que ce soit un minimum interactif. Vous pouvez, n'hésitez pas à poser des questions ou réagir sur la vidéo que vous allez voir là et tout ce que je peux dire, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Alors, prochaine vidéo, ce sera vraisemblablement 93 à la WWF, ensuite 93 à la WCW, donc si vous avez des questions sur l'un ou l'autre, allez-y. Et puis je ferai une vidéo bientôt sur Steve Austin, ses meilleurs matchs par année où le lutteur a été actif, comme j'avais fait avec Jumbo Tsuruta et le Jumbo Tsuruta of the Year, bah là ce sera le Steve Austin of the Year. Voilà, donc je ferai ça aussi. Donc voilà, n'hésitez pas avec vos questions. Avant de commencer, aussi si vous voulez que je traite des sujets d'actualité mais qui ne demandent pas une vidéo entière, je peux en parler rapidement ici au début de vidéo éventuellement, qui sait. Voilà. Avant de commencer vraiment avec l'année 92 à la WCW, je voudrais faire une petite pub. Ils m'ont pas demandé de le faire, mais moi j'ai envie de le faire. Une petite pub pour une chaîne YouTube sur le catch qui vient de démarrer, ça s'appelle Squared Circle Radio. Je mets le nom juste ici. Voilà, Squared Circle Radio, c'est 3 gars qui font un podcast sur le catch, sur l'actualité du catch, que ce soit WWE, TNA, Indies US, Japon, et ça se trouve, ils feront peut-être Lucha un jour, j'en sais rien. C'est pas mal, moi c'est pas ce que je préfère parce que je m'intéresse plutôt à des sujets soit généraux, sur des sujets généraux ou des sujets plus du passé ou des rétrospectives sur des lutteurs ou des saisons ou autres. C'est pour ça que j'en fais moi-même. Voilà, je pense que dans le genre sur l'actualité c'est plutôt bon et ça peut venir être un bon complément à vos visionnages de choses actuelles, dernier pay-per-view de telle ou telle fédération, etc. Si vous voulez avoir des commentaires là-dessus, des réactions, des analyses. Voilà, Square Circle Radio, donc n'hésitez pas. Puis bon, si ça vous plaît pas, ce sera pas un mal d'essayer. Voilà. Alors maintenant, on vient avec 92 à la WCW. Je vais pas répondre à toutes les questions, toutes les réactions que j'ai eues il y a quelques mois, parce que c'est un peu vu maintenant. Je vais quand même répondre à une des réactions que j'avais eues concernant l'année 92 à la WCW. En fait, je l'avais eu quand j'avais fait la vidéo sur 91 à la WCW. Et comme ça parle de l'année dont je vais traiter là, je trouve que c'était pas mal. C'est une question qui me vient de Prince PDC. Donc un habitué, donc je le remercie, d'autant que sa question j'avais complètement oublié tout ça, et notamment la coïncidence au niveau des dates. Donc il nous signale, je ne relis pas exactement son texte, que il se demande si le push de Ron Simmons et le fait que Ron Simmons devienne champion poids lourd en 92, puisque effectivement c'est l'un des grands événements de 92, Ron Simmons devient champion du monde poids lourd, ne serait pas directement lié au contexte politique de l'époque. Puisqu'en 91-92, c'est l'affaire Rodney King, je vais rappeler ce que c'est dans un instant. Et il se demande si, du coup, le fait de mettre Ron Simmons champion noir américain, voilà, de le mettre champion, ce serait pas un moyen pour les dirigeants de la WCW d'apaiser les tensions raciales, je cite. Alors, effectivement, 92, c'est l'année où Ron Simmons devient champion du monde poids lourd. Ron Simmons devient, du coup, par là même, le premier champion du monde poids lourd noir américain de l'histoire du catch pour une fédération à envergure nationale ou internationale. Parce qu'il y avait eu toutes les fédérations, même une toute petite fédération, et à un moment donné, ils ont des titres qui sont champions du monde poids lourd. C'est toujours un peu ridicule, mais c'est comme ça. Et donc je sais qu'il y a eu Bobo Brasil qui a été champion du monde poids lourd d'un territoire NWA, mais il n'a pas été champion du monde NWA, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, c'était pas l'envergure nationale ou internationale, c'est juste l'envergure régionale, on va dire. Donc on peut dire que Ron Simmons est le premier champion du monde poids lourd noir américain, vraiment à envergure nationale, internationale, quoi. Voilà. Donc effectivement. Et donc effectivement, ça se passe en même temps que l'affaire Rodney King. L'affaire Rodney King, en 2 mots, c'est un chauffeur de taxi noir qui a été tabassé par des policiers blancs après avoir commis une infraction, je crois. Donc ça a fait scandale parce que le lynchage du pauvre Rodney King a été filmé. Ça fait donc un scandale. Il y a eu un procès. Encore plus gros scandale puisque les policiers ont été acquittés. Puisque je crois que, voilà, en gros, Rodney King avait fait une infraction, il s'était pas arrêté, ou je sais pas quoi, donc bref. Donc comme quoi, ça cautionne ce qui s'est passé après, enfin bref. Donc ça fait des émeutes, c'était à Los Angeles.
Un peu comme ce qu'on a eu récemment à Charlotte, lorsqu'un noir s'est fait abattre par un policier blanc une fois de plus. Donc ça n'a pas tellement évolué au niveau du contexte, hein, on peut voir ça. Et donc effectivement, il y avait une grosse tension dans le pays au niveau voilà, du traitement des noirs dans peut-être différents médias ou autres. Et donc, oui, Ron Simmons champion, c'est à ce moment-là. Donc on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a certainement une relation de cause à effet quelque part. Donc là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, je ne ferai pas tout à fait la même relation de cause à effet que celle que fait Prince PDC. Lui, il nous dit que ce serait pour apaiser les tensions raciales. Déjà, je pense pas que la WCW avait l'envergure, avait les épaules pour apaiser les tensions raciales. Qui plus est en Californie, ça aurait lieu à Atlanta ou à Charlotte. C'est-à-dire dans leur territoire à eux historique, oui, mais ils faisaient quasiment jamais de show en Californie à cette époque-là. Et de toute façon, ils étaient beaucoup moins populaires et beaucoup moins gros que la WWF à ce moment-là. On est un peu dans la période où la WWF chute comme ça, et la WCW elle est un peu comme ça en dessous là. Enfin, si je vais dans le même sens, j'y arrive pas. Voilà, ils sont un peu, ils se rapprochent de niveau, mais la WCW est beaucoup plus basse. Voilà. Donc ça aurait lieu dans leur territoire à eux, peut-être. Moi, je pense plutôt que y a des chances pour qu'il se soit dit que finalement, avoir un champion noir américain dans ce contexte-là, ça va peut-être faire parler d'eux. Peut-être que le contexte est encore plus favorable pour avoir un champion noir américain. Et que c'est peut-être le moment ou jamais de foutre Ron Simmons champion, ça va faire un buzz, quoi, en gros. Pour parler avec un terme d'aujourd'hui. Donc ils ont tenté le coup, sauf que c'est venu tellement de nulle part, parce que ça faisait à peu près un an que Ron Simmons n'y faisait rien. Et que, en plus, Vader semblait être indestructible, et je vais en reparler tout à l'heure un peu plus, en détaillant un peu la storyline entre Vader et Sting, mais c'était pas à Ron Simmons de battre Vader, surtout le Ron Simmons avec l'année qu'il vient de faire. Et du coup, ça n'a pas marché, d'autant que derrière, il n'y avait pas vraiment de rivalité autour de Ron Simmons, ce qui fait qu'ils ont créé des rivalités à la va-vite contre The Barbarian ou Steve Williams. Donc, sans que ce soit des lutteurs à chier, ouais, c'est quand même pas du niveau de main event. Bon, Steve Williams, ça pourrait, mais bon, ça n'a pas été préparé, ça n'a pas marché. Mais je crois que peut-être la logique, c'est ça, et c'est d'autant plus, à mon sens, c'est d'autant plus plausible que la WWF, au même moment, quand vous réfléchissez aux Noirs américains de la WWF, c'est chaud. T'as Kamala, qui est quand même un papou ultra cliché, avec comme manager, t'as le mec qui est habillé avec le casque colonial et tout, donc c'est quand même limite, un petit peu. T'as Virgil, qui est un ex-servant d'un millionnaire qui s'est rebellé et qui du coup sert de jobber depuis. T'as Coco Beware avec un perroquet et des vêtements colorés qui sautent partout et qui chante du gospel, donc c'est pas non plus la fête. Et t'as Papa Shango, qui est peut-être le moins pire du groupe, qui est avec ses rites vaudou, machin. C'est vrai que, bon, au niveau des Noirs, on est un peu dans du cliché de partout, quoi. Et il n'y en a pas un qui a une envergure pour être champion de quoi que ce soit, même pas intercontinental. Donc c'est un peu chaud. Donc effectivement, la WCW avait le gars pour incarner ça, c'était parfait le contexte, mais la réalisation n'a pas été bonne. Je pense que c'était en 91 qu'il fallait mettre Ron Simmons champion, s'il fallait le mettre champion. Tout ça, encore, c'est discutable. Et ça a fait un flop. D'ailleurs, le Ron Simmons a perdu son titre de champion du monde poids lourd dans un house show contre Vader, genre, voilà, on veut pas trop que ça se sache, donc hop là, voilà, on fait ça dans un house show, hop, Vader à champion, bah oui, c'est normal. Voilà, tranquille. Donc ça, c'est un petit peu mon analyse de tout ça. Et du coup, je vais partir de là pour vous raconter, comme je le fais à chaque fois de début de vidéo comme ça, qu'est-ce qui s'est passé en 92, de marquant un peu, qu'est-ce qui s'est passé en 92 pour ceux qui n'auraient pas vu la saison, ou ceux qui l'auraient vu mais qui savent plus trop si 92, 93, je sais plus. Alors, 92, en gros, bon, je rembobine un peu, donc Ron Simmons devient champion. Si on revient avant, au début de l'année, c'est Lex Luger le champion. Le premier fait marquant de l'année 92, c'est que le Sting bat Lex Luger, et qu'après ça, Lex Luger disparaît. En fait, il quitte la WCW pour aller à la WWF. En fait, il fera ses débuts à WWF qu'en 93, puisqu'il va avoir un accident de moto entre-temps. Mais du coup, Sting devient champion au début de l'année. Et va avoir une grosse année, l'année la plus complète, la plus pleine, tant d'ailleurs in kayfabe que hors kayfabe, hein, tant dans la qualité de ses matchs et tout que dans le nombre de rivalités, d'adversaires et tout. C'est vraiment une grosse année pour Sting. En champion une partie de l'année et puis ensuite plus champion, mais toujours aussi top babyface. Ah oui, alors, moi, d'abord, on va peut-être commencer par là. Le premier truc qui me vient à l'esprit, moi, quand je pense à 92, c'est peut-être le premier truc, c'est que c'est l'année où il n'y a pas Ric Flair. Parce que c'est l'année, je vous rappelle, où Ric Flair était à la WWF. Il n'y a pas non plus Hogan, bien sûr, puisqu'il arrivera qu'en 94. Et donc ça libère le main event de deux lutteurs qui prennent quand même vachement de place. Je dis pas ça péjorativement, parce que j'aime bien Ric Flair, Hogan moins, mais voilà. Mais du coup, on a de la fraîcheur dans le main event, on a surtout un paysage dans le main event qui est un peu unique. Enfin, qui est même qui est unique, ouais, clairement. Avec donc Sting, qui est
quand même habitué au main event, Vader aussi, mais on a du Steamboat, on a du Rick Rude, on a du Ron Simmons dans le main event, donc c'est pas toujours pour le mieux, mais au moins c'est frais, c'est sympa. Donc voilà, donc ça c'est peut-être la première spécificité de l'année. L'autre truc, c'est que en l'absence des Four Horsemen, puisque par Ric Flair, on a un autre clan de heel, c'est la Dangerous Alliance, donc j'en avais parlé dans la vidéo sur 91 à WCW. C'est le clan mené par Paul Heyman, qui se faisait appeler à l'époque Paul E. Dangerously, d'où Dangerous Alliance, qui est le clan avec les gros heels, hein, Rick Rude, Steve Austin, Arn Anderson, Bobby Eaton et Larry Zbyszko, donc que des bons workers, et qui sont en rivalité quasiment toute l'année avec les gros faces de la fédération, donc Sting, Steamboat, Barry Windham, Dustin Rhodes, les Steiners, Nikita Koloff, etc. Donc là encore, des bons workers globalement, avec quelques bons promo guys en plus pour étoffer tout ça, et ça occupe énormément de temps d'antenne dans les shows hebdo, dans les Clash of Champions, dans les pay-per-view avec des one-on-one, avec des 2 contre 2, ou avec des titres hein, là-dedans ou pas, 3 contre 3, 4 contre 4, 4 contre 4 avec stipulation, il y a le Wargame, etc. Ça prend plein de place, et souvent avec de qualité, puisque ce sont quasiment tous des bons workers. Là franchement, dans la liste que j'ai dit, je dirais qu'il y a Nikita Koloff qui est un peu en dessous, mais sinon les autres c'est quasiment que des bons workers quand même. À ce stade de leur carrière en tout cas. Voilà. Donc ça c'est très positif, c'est le premier gros truc. Deuxième gros truc de l'année, on va retrouver un peu ce que je viens de raconter sur Ron Simmons, c'est l'arrivée à temps plein de Vader. Jusque-là, Vader c'est un lutteur qui a déjà fait quelques matchs à WCW, mais en tant que part-timer, puisqu'il était le lutteur à temps plein de la New Japan qui venait faire quelques matchs. Principalement en pay-per-view. Donc il est connu Vader avant, hein. Voilà, on peut pas le compter comme un newcomer véritablement, mais il arrive à temps plein, et tout de suite, dès qu'il arrive à temps plein, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend à Sting. Il détruit Sting, il le défonce. Un coup de chaise, donc Vader Bomb, c'est les splash de la deuxième corde et tout. Je crois pas qu'il fasse de power bomb, mais bon, il le défonce. Sting, bon, il y a tout le roster qui vient aider Sting, et du coup, voilà, bon, bref. Et du coup, Vader est suspendu. Et Sting, lui, vend une blessure aux côtes. Alors, Sting va revenir avant Vader, il va régler ses comptes avec Cactus Jack, tout ça. Et il va faire des promos style, voilà, Vader. Du coup, j'ai peur de lui, il a pas l'air de sentir la douleur, mais moi je suis sûr qu'il peut, etc. Enfin, il fait des promos un peu à la John Cena, genre j'ai peur, mais je vais m'en servir positivement pour surmonter les obstacles et tout. C'est vraiment un truc de babyface, mais ça lui donne un peu plus d'âme en tant que babyface. Parce que jusque-là, il était babyface juste parce que, voilà, parce qu'il était beau gosse et qu'il courait partout. Mais là, il a vraiment une attitude comme ça, avec derrière un petit peu. Et puis donc Vader revient finalement, il y a le gros match à la Great American Bash entre les deux, où Sting perd le titre. Non sans litige, mais quand même, Vader encore plus monstrueux, parce que jusque-là, il a squashé tout le monde, et il a quand même battu Sting, même s'il y a un litige, il est champion. Et du coup, c'est là qu'il perd contre Ron Simmons, alors que, justement, il était en plein boom, et que c'était pas un gars qui a rien fait depuis un an de le battre, je pense. Bon. Et c'est pour ça que le Ron Simmons a été un petit peu un flop, à mon sens. Voilà. Ça, c'est les gros trucs de 92. Quand vous avez ça en tête, vous avez les grandes lignes de 92 en tête. Après, dans les autres trucs, je ne vais pas tout détailler, mais quelques petites anecdotes, quelques petites choses qui sont un peu marquantes en 92, c'est retour de Terry Gordy et Steve Williams. Bon, c'est l'arrivée à la WCW, des deux. Mais Steve Williams était très connu des territoires UWF Mid-South, et Terry Gordy était très connu de la World Class Championship Wrestling, donc un autre territoire NWA au Texas. Ce qui fait que je considère que c'est un retour. Voilà, parce que c'est deux gars qui étaient connus. Il y a un moment donné, les fans vraiment de la WCW historique connaissaient forcément l'un ou l'autre ou les deux, normalement. Voilà. Donc ils arrivent à avoir une grosse rivalité avec les Steiners, avec une des meilleures rivalités par équipe de toute l'histoire. J'en parlerai dans les meilleures rivalités, dans les meilleures équipes de l'année tout à l'heure un petit peu plus, dans les meilleurs matchs aussi d'ailleurs. Donc il y a ça. Il y a Brian Pillman, champion poids léger, qui a les matchs contre Jushin Liger, Tom Zane, Brad Armstrong, je sais plus qui, ils essayent de promouvoir la division poids léger. Pour la première fois de l'histoire, dans une grosse fédération aux États-Unis, il y a une division poids léger qui essaie de mettre en avant. Ça va pas trop marcher, et ça va peut-être pas trop marcher aussi, parce que parallèlement, Bill Watts, qui était booker à l'époque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever une règle, il va interdire les moves de la troisième corde. Ce qui va quand même particulièrement limiter Brian Pillman, qui utilise beaucoup les springboards et compagnie. C'est quand même très con. Ça va pas empêcher les mecs de faire des bons matchs, mais ça va quand même un peu gêner, surtout ça va empêcher les poids légers peut-être de briller à leur façon. Parce que je crois que les moves high fly ne sont pas indispensables pour les poids légers, hein. Il y a des poids légers qui n'utilisent pas du high fly ou pas plus que ça. Mais c'est peut-être une façon aussi de les distinguer en tant que division des poids lourds. C'est quand même dommage de leur enlever ça. Voilà, c'est une règle de toute façon un peu con. Parce que sans parler de Barry Windham, de Brian Pillman, il y a des gars comme Barry Windham qui utilisent des moves de la troisième corde, Steamboat, bon voilà, ou Sting, même Vader. Et à un moment donné, on enlève des trucs, on enlève des moves
qui sont pas en soi négatifs, je pense, dans un match de catch. Voilà. Peut-être négatif d'y aller tout le temps, n'importe quand, ça d'accord, mais les enlever totalement, c'est un peu con. Enfin, ceci dit, après ils vont jouer sur les règles, ils vont dire tiens, là ce match-là c'est sous les règles NWA, alors ils ont le droit, machin, donc ils vont s'arranger. Mais voilà, un petit peu un truc con. D'autres trucs un petit peu majeurs, bon, on peut citer l'arrivée de Jake the Snake qui va avoir une rivalité avec Sting. Rivalité très fructueuse puisqu'ils vont avoir un match ensemble à Halloween Havoc et Halloween Havoc va être le record de vente de pay-per-view de la WCW à ce moment-là de leur histoire. C'est pas le record de buy rate, c'est le record de vente. C'est-à-dire que le nombre d'acheteurs tout simplement, alors qu'avant il y avait un nombre d'acheteurs peut-être moins important, mais le nombre d'acheteurs par rapport au nombre de potentiels acheteurs il était plus important, le buy rate. C'est le record qui va rester établi jusqu'à Bash at the Beach. Je crois que ça s'appelle Bash at the Beach, ou Beach Blast, je sais jamais le nom du pay-per-view. 94, c'est-à-dire le pay-per-view où Hogan arrive et affronte Ric Flair. Donc tu m'étonnes. Voilà, donc ils vont garder ce record très longtemps, donc Jake the Snake, ça va bien fonctionner. Et puis sinon, à la fin de l'année, il y a 2 heel turns quand même majeurs. Celui de Barry Windham sur Dustin Rhodes, je vais en reparler, parce que ça c'est un moment exceptionnel. Et plus progressif, mais tout aussi important, le heel turn de Brian Pillman, qui va du coup former l'équipe avec Steve Austin, les Hollywood Blondes, tout à la fin de l'année, qui va être quelque chose de très important en 93, et j'en parlerai en 93. Voilà. Enfin, si on peut dire que ça a lieu en 92, malgré tout. Sinon, voilà, je pense que quand on a ça en tête, on a un peu l'année un peu globale, dans sa globalité, et ça sera suffisant. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. Voilà. Donc je vais passer à mes awards perso. Je vais commencer avec le seul award non honorifique, le award négatif. L'award de lutteur le plus surutilisé, surcouché de l'année. Alors j'ai eu du mal parce que 92 c'est une excellente saison. Il y a un gros écart de qualité par rapport à 90-91, exactement comme pour la WWF. C'est assez étonnant d'ailleurs que ça se passe de la même manière pour les deux fédérations, où il y a un écart de qualité monstrueux entre 92 et 91 ou 90 pour les deux fédérations. Et d'ailleurs pour la WCW c'est un écart aussi en termes de production show. Je trouve que ce soit je sais pas en éclairage, en vidéo package, tout a l'air mieux, les effets pyrotechniques, tout est mieux. Et on sent que c'est mieux léché. D'ailleurs ils ont même investi pour avoir un autre commentateur. À côté de Jim Ross, ils vont prendre Jesse Ventura pour les pay-per-view et les Clash of Champions. Ça augmente aussi la qualité d'un show d'avoir un commentateur comme ça. J'en parlerai tout à l'heure, ça aussi. Donc, je sais de quoi je vais parler, donc on va attendre. Voilà, donc les surutilisés de l'année. Dans une bonne année, c'est toujours difficile. C'est toujours un peu cruel. Donc, numéro 3, j'ai mis The Barbarian. C'est pas un mec que je déteste. C'est un mec un peu brouillon. Je le trouve toujours marrant quand il est à l'attaque parce qu'il est tellement bourrin et brouillon que ça donne un surplus de violence à ce qu'il fait. Ceci dit, en 92, il va quand même faire un title match pour le titre poids lourd de Ron Simmons en pay-per-view. Je crois que c'était Halloween Havoc. Oui, il me semble. Ouais, Halloween Havoc. Quand même, donc ça c'est un peu too much. J'aime bien le Barbarian un minimum, mais là faut pas déconner non plus. Donc c'est un mec que j'aurais très bien pu mettre dans les sous-utilisés sur d'autres années, mais là sur cette année-là il est too much. Parce que bon, faut pas le mettre dans le main event non plus. Bon, c'est un peu par défaut, mais c'est de la surutilisation pure et simple. Numéro 2, Nikita Koloff. Alors Nikita Koloff c'est plus parce qu'il est pas très bon. Enfin, c'est bien Nikita Koloff, c'est pas Goldberg, hein, ils se ressemblent, mais c'est bien Nikita Koloff. Donc en fait il va faire un face turn, il va revenir, tout ça, ça c'est bien. Mais dans le ring c'est vrai qu'il est pas bon. Donc voilà, donc il est utilisé quand même comme un niveau upper mid card, un peu main event sur les bords. Donc voilà. Donc, bon, c'est là encore un peu par défaut, c'est pas gênant, mais c'est vrai qu'il va pénaliser quelques matchs qui auraient pu être peut-être excellents sans lui. On peut dire ça. Et numéro 1, alors, vous allez peut-être être choqué parce que ça peut paraître contradictoire avec tout ce que j'ai dit, notamment dans la vidéo 91 à la WCW, mais Ron Simmons, numéro 1. Parce que c'est de la pure surutilisation dans le sens où, sans qu'il ait le momentum adéquat, il va battre Vader qui lui était en plein momentum. Et derrière, il va faire un run dégueulasse. À un moment donné, son run de champion, c'est de la merde. Alors, il n'a pas été aidé par le booking, certes, c'est pas de sa faute. Mais d'ailleurs, quand je dis surutilisé, Ron Simmons, c'est pas l'homme qui est globalement surutilisé, c'est son personnage en 92. Et je pense que c'est incontestable. Voilà. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens, son run a dévalué le prestige du titre poids lourd à ce moment-là. Ce qui est peut-être un petit peu exagéré. Mais de toute façon, pour moi, l'aveu de faire perdre Ron Simmons dans un house show contre Vader, c'est un peu un aveu d'échec. Donc à un moment donné, si les bookers de l'époque le disent, allons-y. Voilà. Sous-utilisé de l'année, award suivant, donc le contraire, les gars, que j'aurais voulu voir plus haut dans la carte ou avec plus de temps d'antenne, ce genre de choses. Donc numéro 3, un habitué du podium, Brad Armstrong. Donc le lutteur le plus talentueux de la famille Armstrong, a priori, qui toute sa carrière attendra son push sans qu'il ne vienne. Bon,
faut quand même dire qu'il est un peu kitschounet aussi, donc il n'a jamais montré une personnalité qui donnait envie, faut bien le dire. Ceci dit, il est bon dans le ring, et j'aurais bien aimé le voir un peu plus utilisé dans des matchs de mid-card, ou pourquoi pas dans un rôle de jobber de luxe, c'est-à-dire un mec qui perd toujours à la fin, mais à travers des matchs de qualité, ça il peut le faire. Bon, même pas. On le voit quasiment pas. Donc c'est dommage. Et en plus, il aurait pu servir pour la division de poids léger, peut-être récupérer le titre poids léger, puis le refiler à Pillman, ce genre de truc. Bon. Voilà. Numéro 2, Tom Zenk, ou The Z-Man, que j'avais bien aimé en équipe avec Brian Pillman. On va quasiment plus le voir en 91, malheureusement, alors que je le trouve plutôt cool. Bon, avec un gros manque de personnalité de charisme là encore, mais dans le ring, il est bien. Et dans un rôle ingrat, mais avec du temps d'antenne, il aurait quand même vraiment pu faire l'affaire, je pense. Donc c'est dommage. Bon voilà, on est dans une bonne année, donc il n'y a pas de scandale. Donc voilà, on prend un peu ce qu'on a sous la main. Le premier, par contre, c'est la vraie sous-utilisation. Là, par contre, ça me fait quand même plus chier. C'est Cactus Jack, donc Mick Foley, Mankind, donc Cactus Jack à l'époque, qui sera de toute façon sous-utilisé quasiment tout son run à la WCW. Et malgré ça, il va quand même être très très bon. Et donc c'est exactement ce qui se passe en 92. Il a un match contre Sting qui est fantastique à Beach Blast. Un False Count Anywhere où il prend des bums comme un gros débile dans les barrières, sur le ciment et tout. Ah oui, parce que Bill Watts a fait pas mal de règles spéciales, dont enlever les tapis autour du ring. Quand même un peu psychopathe le mec. Et penses-tu que ça va empêcher Mick Foley de prendre des bumps de l'intérieur du ring jusqu'à l'extérieur? Pas du tout. Au contraire, ça sera encore plus marrant. Donc voilà, le mec il y va, c'est un gros taré. Et il a des bons matchs avec des mecs comme Van Hammer, contre Mr. Hughes, il a des bons matchs contre n'importe qui le mec, il est fou. Bonne promo, tout ça, avec Jake the Snake, il a des promos qui sont sympas à la fin de l'année. Et on le met tout le temps avec des freaks, genre Abdullah the Butcher, Van Hammer, bah je dis, il est booké comme une merde, à part le match contre Sting, il a rien, et il est bon quand même. Donc c'est vraiment la sous-utilisation par A plus B, j'ai envie de dire. Et ça va continuer, hein. Ça va pas s'arrêter, vous allez le retrouver sur ce podium, en veux-tu, en voilà. Je pense qu'il a le record de sous-utilisation, parce que vraiment, il est tellement bon par rapport à ce qu'on lui donne, que bon, à un moment donné, c'est la définition même de la sous-utilisation, pour moi. Voilà. Ensuite, début retour de l'année, quelque chose que la WCW n'a jamais trop su faire, je trouve. J'ai tendance à se précipiter. Imaginez, quand je vous parlerai des débuts de Bret Hart à la WCW, on a hâte. 97, non, on va s'arrêter à 92 d'abord. Alors, numéro 3, le retour, enfin, les débuts, pardon. Les débuts de Too Cold Scorpio, donc ainsi connu sous le nom de Flash Funk à la WWF, Too Cold Scorpio, c'est quand même sous ce nom-là qu'il est le plus connu, qui arrive en partenaire mystère de Ron Simmons à la fin de l'année. Donc Ron Simmons lui fait une belle introduction, genre j'ai un partenaire mystère, c'est un pote à moi, tac, il arrive, donc deux noirs en plus, donc avec le contexte, on en rajoute. Donc voilà, ça colle bien, et il arrive et il nous fait des moves il fait des moves jamais vus pour les fans de l'époque, il est complètement avant-gardiste, c'est un peu l'équivalent d'un gars comme Ricochet ou Neville ou Will Ospreay aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a été très créatif dans sa moveset, et il a un peu cette capacité à faire des trucs que les gens n'ont jamais vus dans la high fly, et, bon, à proportion de l'époque. Parce que bon, vu d'aujourd'hui, vous allez vous dire, ouais, ok. Bon, quoique c'est quand même pas trop dégueu. Et il réussit très bien son premier match. Il fait une promo après où il est pas mal, alors que c'est vraiment pas un promo guy, il a un gros manque de charisme, mais il est pas mal. Et voilà, en gros, c'est un début réussi parce qu'il est mis tout de suite sur les bons rails, il est tout de suite over, il est tout de suite dans le spotlight comme il faut, à la hauteur qu'il faut. Très bien. Numéro 2, des meilleurs retours, le retour de Nikita Koloff. Alors, c'est un peu plus subtil, c'est un retour dans la partie talk show du show Saturday Night. Alors, Saturday Night, c'est leur show phare, hein. C'est leur show phare, tiens, c'est marrant ça. Leur émission télé la plus importante, l'équivalent de Raw aujourd'hui, vous voyez, hein, donc l'équivalent de Primetime Wrestling pour la WWF à l'époque. Donc Saturday Night, qui avait, comme pour Primetime Wrestling, un moment où il y avait une sorte de talk show. Donc, on avait un plateau télé avec un animateur, c'est Jim Ross, il me semble, ou Tony Schiavone, je sais plus. Et donc on a des invités qui viennent en civil et qui font des promos. Ça a été inventé par la WWF à l'époque des Tuesday Night Titans dans les années 80 et ça a souvent donné des segments sympas. Et là c'est un très bon segment puisque Koloff fait une promo de heel en pleine rédemption qui devient face. Et c'est bien foutu. Alors j'en peux plus de son accent russe moi personnellement, mais malgré ça je suis passé outre et je trouve que ça a été bien fait et ça a marché. Parce que derrière, du coup, quand il est arrivé dans le ring, on s'est posé la question, est-ce que c'est du bluff pour trahir Sting? Parce que ça reste la WCW, donc forcément on est un peu traumatisé de l'attitude du là, on se dit, ouais, c'est un bluff, forcément. Tout était bluff, voilà. Mais non, et du coup, ça crée quelque chose. En fait, c'est pas inutile, c'est un retour qui crée pas forcément un gros momentum, mais qui crée quelque chose de spécial. Et qui met le lutteur dans une disposition où on a envie de savoir. Donc ça, c'est bien.
Et puis le meilleur retour, c'est le moment en soi, enfin c'est les débuts du coup, hein, c'est l'arrivée de Jake the Snake à la WCW, donc il sort du public, il profite d'une altercation entre Cactus Jack et Sting, il sort du public, donc il défonce Sting, DDT et compagnie, et voilà, il joue avec le public, il sort son serpent, et surtout il y a un détail que j'adore, il a une croix catholique là autour du cou, une petite chaîne, il l'enlève et il la met au-dessus de Sting et il la lâche comme ça un peu genre gros heel. C'est Jake the Snake, moi je suis toujours un marque de Jake the Snake quand il est heel. Et là, moi, c'est surprenant parce que ça sort de nulle part, il s'en prend un Sting, donc ça marche, comme pour Vader. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ça va marcher auprès du public puisqu'ils vont faire un record de vente de pay-per-view avec Halloween Havoc quelques semaines plus tard. Donc voilà, donc ça c'est très très réussi. Si tant est que vous aimez Jake the Snake, comme c'est mon cas. Voilà, voilà. Ensuite, newcomer de l'année. Alors ça, c'est autant une année que c'est une année réussie, 92. Autant ils n'ont pas lancé beaucoup de nouveaux lutteurs. Donc d'abord, le cas Vader, je le compte pas dans les newcomers cette fois-ci, puisqu'il est déjà connu du grand public, il a déjà fait pas mal de matchs en 91. C'est en 91 qu'il commence à apparaître un peu plus. Donc j'aurais pu. Si vous le comptez dans les newcomers, bah, c'est le newcomer de l'année, large, hein, évidemment. Même chose pour Gordy et Williams, si vous les comptez, bah, vous les mettez 1 et 2, hein, parce qu'à un moment donné, alors dans quel ordre? Je veux dire Steve Williams 1, parce que Gordy s'est fait virer comme un con, parce qu'il a fait no-show sur un... Je sais plus à quel moment, donc du coup... Williams a été obligé de finir l'année tout seul, ce qui a complètement stoppé leur momentum d'équipe, alors que c'était génial. Très dommage. Et je ne vais pas compter non plus tout Cold Scorpio, qui arrive tout à la fin de l'année, je le compterai dans les newcomers de 93. Histoire qu'il ait le temps de montrer ce qu'il sait faire. Parce que genre, il fait 2 matchs, c'est trop tard. Du coup, il nous reste 4 mecs, et c'est pas la fête. Eric Watts, donc le fils du Booker, Bill Watts, qui est un petit peu comme Dustin Rhodes en 91. Il est mis dans le grand bain alors qu'il n'est pas prêt, ce qui fait qu'il fait de la merde. Bon, il est moins bon que Dustin Rhodes, et lui, contrairement à Dustin Rhodes, il va pas passer le cap et il va jamais vraiment exploser. J'ai découvert, pourtant ça doit être connu, mais moi j'ai découvert récemment que il était l'un des 2 mecs de Techno Team 2000, une équipe à chier des années fin 90, enfin 95-96. Donc c'est Troy et Travis, alors je sais plus lequel des 2 c'était. J'ai découvert récemment que c'était lui. Bon, pour les fans de cette époque, peut-être que ah ouais c'est lui, mais oui c'est vrai. Voilà. Bref, moi c'est ce que ça m'a fait. Numéro 3 du coup de ce quatuor infernal. Numéro 3 c'est Scotty Flamingo. Scotty Flamingo qui plus tard se fera connaître sous le nom de Johnny Polo et surtout de Raven quand même. Donc c'est Raven à ses tout début, donc il est green, il est pas très bon dans le ring, il est pas tip top au micro, même si là encore ça va à peu près. Il a absolument pas la dégaine et absolument pas la gimmick de Raven. Hein, c'est un espèce de... Je sais pas, c'est quoi cette gimmick? C'est un mec qui parle beaucoup, qui est un peu prétentieux, beau gosse. Ça se rapproche plus de Chris Jericho, époque heel WCW. Donc Jericho 88-98, là, vous voyez. C'est un peu dans cet esprit-là, mais avec un talent in-ring très limité. Moi, il est au début de sa carrière, donc on va pas lui en vouloir. Donc ça marche pas trop. Voilà. Devant, alors j'ai hésité dans l'ordre. Hein. J'ai mis devant lui DDP. Alors DDP, on se dit, ah bah attends, DDP c'est la gueule, c'est la classe, c'est cool DDP. Ouais, DDP en 92, c'est pas cool. Alors DDP, j'ai découvert dans une shoot interview récemment qu'il avait eu un run de lutteur en 79. Et qu'entre 79 et 92, il n'a pas lutté, mec. Entre 79 et fin 80, il a tenu une boîte de nuit. Déjà, voilà. Donc voilà, bon. Et après, fin 80, des années 80, il va être manager dans le territoire de la Floride, je crois, de différents lutteurs. Et il va être manager jusqu'en 92, et 92, il va se dire, tiens, je vais essayer d'être lutteur. Sauf qu'il est green de chez... voilà, il est vraiment mauvais. Dans le ring, il sait rien faire. Alors, au moins, il peut parler. Donc, à la limite, entre lui et Flamingo, à choisir. Mais donc, je pense que Flamingo est pas beaucoup meilleur. Il est meilleur. DDP est moins bon dans le ring, mais il parle mieux au micro. Il est bien meilleur au micro. Il a son charisme quand même. Donc, après, vous choisissez votre ordre. Incontestablement, le numéro 1, ce sera celui-ci. Ce sera Marcus Alexander Bagwell, ou Buff Bagwell. Il se fait pas encore surnommer Buff Bagwell. En beau gosse, un petit peu comme ça. Lutteur assez aérien, assez mobile, qui court partout. Face, bien entendu. Il est très bon. J'ai été surpris parce que j'avais toujours entendu du mal de Bagwell. Et je me souviens quand j'ai vu la saison la première fois, je me suis dit, bah, il est bon. Ça va, quoi. Il se démerde, le gars. Enfin, voilà. Donc, j'ai peut-être oublié des débuts retours. Je suis en train de me dire, Big Josh, peut-être que c'est ses débuts. C'est celui qui incarnera Dunk, mais il fait un run de 2 mois, il se barre. Enfin, bon, ouais, il n'y a personne, quoi. Il n'y a pas grand monde qui fait des débuts qui vont durer un petit peu. Donc, voilà. Un petit peu. Il y a plus de gars qui s'en vont que de gars qui arrivent. Voilà. En 92.
Et ils vont garder en fait un peu un noyau dur de lutteurs de qualité qui vont me permettre de faire une très bonne saison. En 93, on va avoir plus de gars après qui vont arriver. Alors je pourrais quand même mentionner qu'en 92, on a les premiers matchs de Chris Benoit et de Dean Malenko dans les ring de WCW. Mais je les considère pas comme leur début parce que c'est un seul match chacun. C'est pendant un tournoi où ils invitent des lutteurs de différentes organisations, donc c'est un peu particulier. Voilà. Award suivant, la plus grosse progression de l'année. Donc là, c'est un peu mieux. On a un podium avec des grosses stars. Avant de parler du podium, je vais parler de Vinny Vegas. C'est Kevin Nash dans sa 3e gimmick à la WCW. Il a été Master Blaster, je sais plus qui, de la merde en équipe, où il était vraiment moche. Ensuite, il a fait Oz, ce qui était encore pire. J'en avais parlé en 91 à la WCW. C'est horrible ça, c'est vraiment kitschounet. Enfin, c'est kitsch de chez horrible. Enfin, bref. Et là, donc, il est Vinny Vegas. Donc, Vinny Vegas, c'est un accro au jeu de Las Vegas. Hein, vous voyez, il vient avec ses dés, il est habillé en costard et tout, genre, mec qui réussit dans la vie. Bref. Il est en équipe avec DDP d'ailleurs. Et je trouve on va dire que Kevin Nash, pour la première fois peut-être de sa carrière, il essaye de faire quelque chose avec sa gimmick. Alors, tu m'étonnes, en même temps, avant, il était dans la merde. C'est pas terrible, mais il y a une progression. On peut, et je crois que c'est à travers cette gimmick-là que Shawn Michaels va repérer Kevin Nash et va dire, tiens, ce mec-là, j'aimerais bien récupérer. Et c'est grâce à cette gimmick qu'il va récupérer, enfin que la WWE va vouloir Kevin Nash à travers Shawn Michaels et qui va faire la suite de sa carrière. Donc comme quoi, même si la gimmick est pourrie, d'essayer de la faire à fond, ça peut vous faire être repéré et réussir plus tard. C'est pas non plus con. Après, c'est pas terrible non plus. Hein. Dans le ring, il n'y a pas d'évolution, il est toujours mauvais. Et il va falloir attendre quelques années encore pour qu'il se développe. Mais voilà, je trouve qu'il a mieux réussi son incarnation de personnage. Voilà, je lui donne ça. Pas sur le podium non plus, mais belle progression au niveau personnage. Il y a Brian Pillman quand il fait son heel turn, j'en parlerai en 93. Donc sur le podium, on va retrouver numéro 3 Sting, qui progresse surtout dans la qualité de ses matchs. Jusque-là, c'est un babyface qui fait quelques fois, de temps en temps, avec un bon adversaire, un bon match, qui traîne. Mais globalement, c'est pas trop la fête dans le ring. Et en 92, tout d'un coup, il se réveille. Et il se met à faire des bons matchs. Donc, il a plein de bons matchs contre Vader 2 fois, contre Cactus Jack, dans le cadre de la rivalité avec la Dangerous Alliance, etc. Et même dans les promos, je le trouve plus intense, plus intéressant. Donc, vraiment, il y a un élan Sting qui malheureusement va pas vraiment durer. Il va pas garder ce niveau-là toute la décennie, sinon il aurait été un extraordinaire lutteur. Ça a été un bon lutteur quand même, mais malheureusement il n'a pas su garder cette qualité. Numéro 2, Vader. Et oui, je le compte pas dans les newcomers, donc il faut que je le compte là, parce que Vader change de statut totalement en 92. Ça devient le monstre absolu, le super main eventer heel imbranlable. Et en plus avec des super matchs et des bonnes promos. Parce que Vader en promo, il a l'air d'un gros bourrin idiot, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on veut de Vader. On veut qu'il ait l'air d'un gros bourrin idiot. Alors qu'il est managé par Harley Race qui fait des promos à côté. Harley Race qui a été un grand promo guy en lutteur, mais je le trouve pas du tout bon en promo en manager, perso. Et Vader, limite, je trouve qu'il aurait mieux fait de rester tout seul. Mais bon, bref. Donc voilà. Mais bon, c'est dans le changement de statut et le changement de qualité de match qui fait la diff. Et numéro 1, la plus grosse progression de l'année, c'est Dustin Rhodes. Alors, j'ai comparé tout à l'heure Dustin Rhodes avec Eric Watts, c'est-à-dire le fils de Dusty Rhodes en l'occurrence, qui a été mis dans le grand bain trop vite. C'est vrai qu'en 91, il est horrible, Dustin Rhodes. Notamment en promo, il essaie d'imiter son père, c'est pas possible d'imiter Dusty Rhodes à un moment donné. Et il fait des promos, mais nuls, mais d'une force. C'est tellement nul que c'est drôle à voir. Et là, en 92, il va être mis en équipe avec Barry Windham, et il va enfin trouver un lutteur dont l'influence correspondra à ses capacités à lui. Je dis pas que Barry Windham est moins bon que Dustin Rhodes, je dis juste que le style de Barry Windham convient à Dustin Rhodes, et que du coup, là, il peut imiter un peu Barry Windham. Et même au micro, il va se mettre à arrêter de faire le débile, parce que Dusty Rhodes, c'est inimitable, tu peux pas faire pareil. Et il va essayer de parler plus calmement, plus posément, comme Barry Windham. Et là, ça va mieux fonctionner. Donc on voit bien qu'il se teste, hein, c'est marrant d'ailleurs, de voir un peu une promo à l'autre, il est variable. Et dans le ring aussi, il va plus, j'allais dire émuler, je sais pas si ça se dit ça, il va essayer d'imiter un peu, mais sans faire un plagiat, le style de Barry Windham, et ça va vraiment bien lui fonctionner. Comme il est en équipe avec Barry Windham, on va pas lui en vouloir. Et ça va donner un lutteur vraiment, tout d'un coup, excellent. Et il fait une de ses meilleures saisons en carrière, d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais on aurait pu se dire à la fin de cette saison, ce mec va être une immense star du catch. Malheureusement, il va jamais réussir à aller au-delà de ce cap-là, il va jamais passer le truc. Bon, après, les gimmicks, Goldust, tout ça, c'est peut-être pas évident pour devenir une immense star.
Mais 92, 93, 94, là, il est vraiment super bien. Et ça part en 92 et ça fait un contraste assez impressionnant avec 80. Voilà. Suivant. Feud Storyline de l'année. Alors là, c'est un peu contestable. J'ai pas voulu compter la rivalité entre Sting et ses amis contre la Dangerous Alliance comme un tout. Donc j'ai fragmenté un peu, et dans cet ensemble-là, ce que j'ai préféré, c'est Recruit contre Ricky Steamboat. Alors, il y a un truc que je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, donc il y a des chances pour que vous non plus. Lors d'un Saturday Night du mois de mai, je crois que c'est celui du 9 mai, j'ai regardé tout à l'heure, bon bref, je l'ai pas allumé là, donc bon, je regarderai. Ouais. Demandez-moi si vous voulez absolument, mais bon, ça doit se trouver facilement sur internet, s'il faut. Je crois, dans un Saturday Night du mois de mai, je suis à peu près sûr que c'est le mois de mai, il y a Recruit qui vient dans le talk show de la WCW, donc de Saturday Night, en costard normal, faire une promo complètement invraisemblable. C'est-à-dire qu'il fait une promo où on se croirait pendant l'attitude era, c'est-à-dire qu'il balance sur la WWF, il dit ouais Hogan, machin, on m'a jamais donné ma chance, j'ai été champion intercontinental, j'ai jamais eu d'opportunité pour le titre poids lourd, ce qui est faux, parce qu'il a affronté Ultimate Warrior dans un cage match à SummerSlam 90, enfin bref, on s'en fout. Et d'ailleurs, je crois que c'est Jim Ross qui lui pose la question, pourquoi vous êtes revenu à la WCW et tout. Et limite, il parle de la WWF ouvertement. Ça se trouve, ils ont eu un procès, ils ont arrêté de le faire après, je sais pas si c'était... Ouais. Mais on se croirait à l'époque de Bischoff avec les petits tacles envers la WWF live. Et après, il balance sur Steamboat, il continue. Et il dit, oui, Steamboat, il fait le beau gosse à l'écran, machin, mais en fait, il est genre en Family Guy, mais en fait, il a couché avec plein de filles. Et d'ailleurs, j'en ai trouvé quelques-unes. Il les fait venir, les filles disent, ouais, j'ai une relation sexuelle avec Steamboat. Mais on n'est pas du tout en 92, là, tout d'un coup, on est dans l'Attitude Era. Et moi, j'ai adoré. Donc, c'est à voir. Et j'ai adoré. C'est pas que je suis fan de l'Attitude Era, mais c'était pas fait avec le côté trash de l'Attitude Era. C'était fait pour déclencher un peu de controverse et faire une rivalité entre deux gars. C'est juste mature, mais sans le côté ado en fait derrière. Parce qu'on dit toujours l'Attitude Era c'est plus adulte. Moi je trouve que c'est plus ado. En fait, c'est très con comme un ado. J'aime beaucoup les ados. Hein. Je suis prof, donc j'ai fait ce boulot parce que j'aime être avec les ados. Mais un ado, c'est vrai que c'est con hein, à un moment donné, hein, quelque part. Et ben, là, il y a le côté un peu adulte sulfureux, mais sans le côté con qui va plaire aux ados. Et ça marche. Après ça, ils vont pas relancer trop l'affaire sur cette histoire-là, mais voir des très bons matchs ensemble. J'aime beaucoup aimé cette rivalité, et notamment le début de la rivalité. Donc, si vous connaissez pas ce segment, je vous le recommande. Deuxième rivalité de l'année, Sting versus Vader. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, grosse hype, grosse storyline avec Vader qui est suspendu, Sting qui devient babyface valeureux, il perd le titre. Et j'ai pas dit, mais Sting va raffronter Vader à la fin de l'année puisqu'ils vont se rencontrer en finale d'un tournoi qui s'appelle le King of Cable. Donc, ça se voulait, à mon avis, être un contrepoids au King of the Ring. Quoique non, ça a été lancé avant le King of the Ring quelque part. Enfin, il y avait un King of the Ring en 92, mais pas télévisé. Donc bon, King of Cable qui est un tournoi un peu, ouais, peut-être plus un équivalent du G1 de la New Japan, mais pour la WCW, je sais pas, mais même s'il n'y avait pas le système de pool. Bon, bref, Sting affronte Vader en finale à Starrcade, c'est un match exceptionnel, pour moi c'est le match de l'année, je le dis tout de suite. Et donc, ça fait deux super matchs, une bonne storyline, une manière de mettre Vader over qui est fantastique, et puis la manière dont Sting met Vader over, ça lui revient pour lui quand il arrive finalement à battre Vader dans ce match à Starrcade. Donc voilà, tout est super dans cette storyline, mais un peu classique. Et c'est pour ça que je vais mettre numéro 1, une storyline qui est peut-être un peu moins hypée, mais beaucoup plus atypique. C'est la storyline entre Barry Windham et Dustin Rhodes. Alors je dis storyline, je dis pas rivalité, parce qu'ils sont en équipe quasiment toute l'année. Donc en fait, ils s'associent en équipe au début, il y a l'association. Petit à petit, ils trouvent leur marque et gravissent les échelons de la division par équipe. Et au début, une victoire pour eux, c'est fantastique, et au fur et à mesure, ils commencent à être ambitieux, etc. Et l'ambition fait que Barry Windham retrouve ses premiers amours de heel. Ça reste un Four Horseman, ça reste un gros heel connard quand même dans le fond, hein, à un moment donné, c'est le personnage. Et du coup, il devient ambitieux et il est prêt à tricher. Et pas Dustin Rhodes. Et ça culmine avec ce match qui est génial, la Clash of Champions 21. Donc c'est Barry Windham et Dustin Rhodes contre Steamboat et Shane Douglas. Donc c'est Windham et Dustin les champions. Et Barry Windham est prêt à conserver le titre en trichant. Et à un moment donné, il dit à Dustin Rhodes de faire un truc. Et l'autre hésite et tout ça. Et avec l'hésitation, il se fait prendre. Et après, t'as Barry Windham qui lui parle, genre, mais t'es vraiment trop con d'être gentil. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et c'est un heel turn qui est génial, et j'adore toute la relation entre les deux, et finalement il finit par le trahir, et il s'associe avec Brian Pillman qui a fait heel turn pour continuer, et tout ça. Et voilà, j'adore toute la storyline où il le prend sous son aile, il l'aide, et puis après il devient heel, enfin voilà.
Bon, après, je suis un fan de Barry Windham aussi un petit peu sur les bords, mais je trouve que ça a vachement aidé Dustin Rhodes. Donc c'est à un moment donné, comme une storyline vous donne des segments qui sont bons, ça donne du grain à moudre à un lutteur qui a besoin de grain à moudre à un moment donné, comme tout le monde, mais ça donne quelque chose à Barry Windham et ça aide un jeune à s'élever et tout ça. Bon, voilà, tout est bien. Le seul truc qui manque à cette rivalité, c'est le match entre les deux, le gros match. Voilà. Il leur manque. Je crois qu'ils se sont jamais affrontés dans un gros match en one-on-one en pay-per-view. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que ça aurait donné un bon brawl bien texan, quoi. Un truc bien bourrin. Voilà. Allez, meilleur lutteur en segment, award suivant. Allons-y, avec du monde. Et quand même, en 92, on a du monde pour les segments. On a Michael Hayes en fin de carrière. Voilà, on a Rick Rude, on a Arn Anderson, on a Jake Roberts, on a Cactus Jack, on a Paul Heyman. Voilà, je pourrais continuer. On a d'autres gars qui sont bons. Larry Zbyszko est bon en segment aussi. Enfin bref. Alors, ça a été difficile de faire le podium. Numéro 3, j'ai décidé de mettre Arn Anderson. Devant donc Michael Hayes, Rick Rude et Cactus Jack. Donc vous savez déjà qui sont les 1 et 2, mais vous savez pas l'ordre. Je vais pas le spoiler. Donc Arn Anderson, parce qu'il est génial. Mais il parle moins. C'est pour ça qu'il est que 3ème. Il parle moins parce qu'il est dans le clan avec Paul Heyman et que Paul Heyman parle plus que lui et qu'il est très bon aussi au micro, Paul Heyman. Du coup, voilà. Mais quand il prend la parole, Arn Anderson, c'est quand même cool. À un moment donné, j'avais vu une shoot interview de lui où il expliquait comment il faisait pour rendre ses segments intéressants. Il expliquait que c'était Ted DiBiase qui lui avait donné ce conseil, je crois. Où il dit qu'il faut essayer de, même si t'es heel, que les gens te comprennent. Et pour que les gens te comprennent, il faut essayer de faire des métaphores ou des comparaisons avec des situations de la vie quotidienne de quelqu'un de normal. Et il essaie toujours d'intégrer des trucs comme ça. C'est pour ça qu'en 4 Horsemen, après, il prend toujours l'exemple de la famille et du frère et de trucs. Et ça marche, quoi. Ou le père de famille et trucs. Et ça marche toujours. Et à l'époque, ouais, il trouve des métaphores ou des comparaisons qui fonctionnent. Et puis voilà, on sent qu'il a l'habitude, il a pris des cours, entre guillemets, hein, avec les meilleurs. Mais voilà, il est vraiment super bon. Donc j'adore Arn Anderson au micro, c'est un des meilleurs lutteurs au micro de tous les temps. Et donc devant lui, Jake Roberts, qui est le dieu au micro quand il est heel, c'est imparable. Donc il est génial. Maintenant, il n'est pas là très longtemps dans l'année, donc j'ai pas voulu le mettre premier, donc j'ai mis premier. Paul Heyman. Bon, je reviens pas sur Jake Roberts, hein, j'en ai parlé suffisamment sur la vidéo 1991 à WWF, où il brille de mille feux, il trouve son personnage de heel absolument glauque et inquiétant, tellement génial. Et il continue dans cette veine en 92 à WCW, mais je pense qu'ils l'ont pris, ils se sont dit, ah oui, le mec est quand même drogué, hein, on va faire gaffe. Et il est venu, il a fait 3 mois, il est parti. Donc, voilà. Je pense qu'il avait des problèmes sérieux de drogue à l'époque, hein, sérieusement. Mais du coup, ça fait qu'il est bon au micro. Parce qu'il est dégueu au micro. Il est vraiment horrible. Et il a des promos avec Cactus Jack aussi. Il prend moitié Cactus Jack sous son aile à un moment donné. T'imagines le clan de psychopathes. Enfin, bref. Et donc, numéro 1, Paul Heyman, qui du coup a plein de promos de partout parce qu'il est leader du clan des Heels. Donc, il a les promos pour les 2 contre 2, les 3 contre 3, les wargames, les machins, les trucs. Et donc, Paul Heyman au micro, c'est quand même, là encore, un super client. Et il y a une promo qui n'est pas connue de lui, que j'avais adoré aussi, où c'est un segment où il vire Madusa du clan. Parce que j'ai oublié de dire qu'elle était dans le clan, mais elle ne sert pas à grand chose, il faut bien le dire. Et il s'énerve vraiment, et il a des propos sexistes et tout, c'est assez marrant. Et on sent qu'il est un peu en freestyle quand il est, enfin, un peu comme Jim Cornette, quoi. Il brode beaucoup autour de sa promo pour rendre le truc encore plus marrant. Et il est quand même vraiment bon, et des fois il est aux commentaires aussi, enfin bref. Très cool. Paul Heyman numéro 1. Ensuite, l'award spécial. Alors l'award spécial, c'est l'award que je peux donner à ce que je veux, je peux parler de ce que je veux. Il y a un truc en 92 qui est un must dans son genre, c'est la paire de commentateurs pour les pay-per-view et les Clash of Champions, Jim Ross, Jesse Ventura. C'est ma paire de commentateurs anglophones préférée de tous les temps. Je pourrais presque la mettre au-dessus de la paire Guy Horaire et Monrougeau, pour ceux qui connaissent. Donc Guy Horaire restera peut-être mon commentateur préféré de tous les temps, mais bon. Jesse Ventura, c'est la même veine, mais en anglais. Voilà. Et à l'époque, Jim Ross, c'est pas le Jim Ross de l'Attitude Era, c'est-à-dire que il gueule et tout, il arrive à rendre les trucs un peu banals, comme si c'était énorme. Bon, des fois, il en fait un peu trop, mais bon, j'aime bien. Mais il a le côté vachement plus propre sur lui, tout gentil, tout benet un peu, voilà. Et du coup, ça fonctionne super bien avec Jesse Ventura, qui est un heel, enfin, qui est commentateur plus côté heel, mais un heel gentil, c'est un peu un Vegeta, vous voyez, le genre de truc. Où il y a des heels gentils dans tous les trucs. Hein, voilà. Vegeta est la référence dans le domaine, Dragon Ball Z. Voilà, il arrive toujours à trouver le truc qui légitime l'action du heel,
jusqu'au moment où c'est too much, et là il dit ah ouais non là je le suis pas le mec. Et je trouve qu'il est super subtil, et ça matche bien avec le côté propre de Jim Ross. Et des fois Jim Ross dit des trucs genre pour défendre les faces, et il se fout de sa gueule derrière, et voilà, il a des phrases qui sont géniales. Moi j'en ai retenu une, je la sors souvent dans la vraie vie. Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Voilà. Et ben voilà, donc c'est la phrase, si vous comprenez pas l'anglais, débrouillez-vous. Voilà. C'est une phrase parmi tout ce que j'aime dans Jesse Ventura, c'est ma paire de commentateurs préférés, et Jesse Ventura en particulier. Voilà. Charisme et tout. Award suivant. Pay-per-view, show de l'année. Donc, alors ça sera 3 pay-per-view. Les Clash of Champions sont bons globalement. Le premier Clash of Champions de l'année, je crois c'est le 18. Il est super. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs là-dessus. J'ai décidé de mettre numéro 3 quand même Wrestle War. Alors Wrestle War c'est le pay-per-view à la War Games. C'est le deuxième pay-per-view de l'année. Ça doit être au mois de mars. Si je me souviens bien. Le reste de la carte n'est pas extraordinaire. Je sais qu'il y a un match entre les Steiners et Tatsumi Fujinami Takeshi Iizuka. D'ailleurs, il doit se faire. Alors, Takeshi Iizuka, c'est son nom maintenant. À l'époque, il devait être appelé Takayuki Iizuka. Ou alors c'est l'inverse. Non, c'est ça, c'est ce que je dis. Donc, c'est bien le même Iizuka aujourd'hui qui est complètement débile à la Noah New Japan. Et donc, ils ont un match qui est vachement bien, pas du tout dans le style US. Et c'est pas grave. En fait, les Steiners se sont calés plutôt sur les Japonais que l'inverse, parce que je pense qu'ils auraient plus de mal dans l'autre sens. Et ça fait un bon match, bien stiff. Je crois Iizuka il saigne et tout, il en chie. Les Steiners ils le stiffent la gueule, parce que c'est un jeune, hein, donc ils sont dit qu'on va pas se laisser emmerder. Et c'est un bon gros match par équipe de Brutas, très sympa. Et puis il y a un match, je crois, doit être Brian Pillman contre Tom Zenk, je crois, dans ce pay-per-view. Où c'est face contre face, mais les deux se font plus trop confiance. On voit déjà les potentiels de Brian Pillman en heel dans ce match-là, qui est pas mal du tout aussi. Le reste, ça doit être dégueu. Je me rappelle plus, je crois qu'il y a Ron Simmons contre Mr. Hughes, et qui est pas si horrible que ça, parce qu'à l'époque, Mr. Hughes, il se bouge le cul. Je crois qu'après, il va se rendre compte que ça fait mal de prendre des bumps et il va arrêter, mais à ce moment-là, il bump partout, Mr. Hughes. Donc voilà, mais bon, c'est vraiment pour le Wargame, principalement, que le pay-per-view vaut le coup. Wargame très bien booké avec Larry Zbyszko à la fin qui abandonne pour son équipe. Du coup la Dangerous Alliance se retourne contre lui et du coup il fait un face turn. Et la fin, je crois, alors il me semble que c'est Rick Rude qui a pas une meilleure idée que de dévisser un coin du ring pour pouvoir se servir de l'espèce de pièce en métal qui tient les cordes comme une arme, sauf qu'il se fait prendre. Et c'est les faces qui ont l'arme, ou je sais plus, il y a un gars qui esquive. Et du coup, je crois qu'il pète le bras de Zbyszko et après il y a un gars qui fait un hammerlock ou une sorte de kimura à Zbyszko qui est obligé d'abandonner. Ce qui est très bien parce que du coup, Zbyszko passe pas pour une buse à abandonner parce qu'il s'est pris quand même un coup de barre en fer, quoi. Donc bon, alors, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je sais que j'ai adoré. Je sais que Steve Austin est génial dans le Wargame. Il bump comme un débile sur la grille, il fait un blade job, et voilà. Puis c'est des bons lutteurs qui sont dedans. Hein. C'est alors attends, de mémoire, c'est Sting, Call of et les Steiners. Non, bah non, c'est Sting, Call of, Steamboat. C'est qui l'autre? Ah, ou c'est Barry Windham. Ah non, mais je sais plus qui sont dedans. Mais je sais que ça. Ah oui, ça doit être Barry Windham et Steve Austin, ou Dustin Rhodes et Steve Austin qui commencent, je crois. Ah, je sais plus. Bref, je sais plus qui sont tous les faces. En tout cas, les heels, c'est clair. C'est la Dangerous Alliance au complet. Et ouais, c'est un Steve Austin bump comme un débile. Le booking est bien à la fin. Bon, il y a le côté un peu concon des Wargames avec les mecs qui flânent un peu, qui passent par là. Il y a un adversaire qui passe à côté d'eux, ils s'en foutent, ils vont voir ailleurs. Il y a ce côté-là dans les Wargames aussi, qui est toujours un peu con. Mais voilà, ça fonctionne. Donc c'est cool. Alors, numéro 2 des meilleurs pay-per-view, Great American Bash. Alors, il y a une période où en un mois, on a un Clash of Champions et 2 pay-per-view. C'est-à-dire de mi-juin à mi-juillet, il y a Clash of Champions 19, Beach Blast qui est génial, qui est le meilleur pay-per-view de l'année, je le mets tout de suite. Et Great American Bash, qui est le deuxième pay-per-view de l'année. Donc, si vous voulez vous faire un bout d'année de WCW, faites-vous ça. Les 3 à la suite, hein. Excellent dans l'ordre. Donc, Clash of Champions 19, c'est un Clash of Champions qui est spécial sur le tournoi par équipe pour élire les nouveaux champions par équipe NWA. Sachant qu'il y avait un titre par équipe WCW et un titre par équipe NWA. Et donc, il y a des nouveaux lutteurs. C'est là qu'il y a Dean Malenko, Chris Benoit qui font leurs matchs et tout ça. Donc, ça s'excite bien. Il y a des bonnes équipes. Il y a une équipe Brian Pillman, Joshi Nair. C'est assez marrant. Et il y a un match entre les Steiners et Terry Gordy et Steve Williams, invités de la All Japan. Et Gordy et Williams battent les Steiners dans un match fantastique. Ils les battent. Donc là, tu es sur le cul. Les champions de WCW, ils sont sortis du premier tour. Et clean en plus, hein. Rien à dire. Ils se font niquer. Du coup, à Beach Blast, il y a un rematch. Donc excellent pay-per-view aussi.
pour le titre WCW des Steiners, donc ça fait un time limit draw, donc du coup ça décrédibilise pas Gordy et Williams et tout ça, et du coup après Gordy Williams se retrouve sur Great American Bash à faire 2 matchs, il y a la demi-finale et la finale pour devenir champion NWA par équipe. Et donc ils sont excellents en équipe, donc ça fait plein de bons matchs. Et à Great American Bash, on a aussi Sting Vader, le premier avec le champion de titre, donc super. C'est un pay-per-view qui est quasiment centré uniquement sur les matchs par équipe et le Sting Vader. Donc c'est que des bons matchs quasiment, que des gros trucs. T'as du, je crois, je sais plus ce qu'il y a, tu dois avoir du Windham, Dustin Rhodes contre Steve Austin et Rick Rude, je crois. C'est la demi-finale. Et tu dois avoir Brian Pillman aussi au début du truc, tu dois avoir Brian Pillman et Justin Liger contre Steamboat et Koloff. Steamboat et Koloff contre Gordy et Williams contre Windham et Dustin Rhodes à la fin. Enfin, c'est que des gros trucs comme ça, c'est super. Et le booking du truc par équipe à l'époque est super cool aussi. C'est vraiment super. Cette période-là, les 3 pay-per-view, enfin les 3 shows là sont à voir à mon sens à la suite. Parce qu'il y a quasiment rien à voir dans les shows de dos entre temps, tu m'étonnes, ils ont balancé toujours gros matchs dans les pay-per-view, donc les shows de dos sont pas... Enfin je crois d'ailleurs, il faudra vérifier. Voilà. Match of the Year, donc je vous mets mon top 20 en dessous, vous pouvez aller voir mon top 20. N'hésitez pas à vous faire le maximum de matchs du top 20, vous remarquerez que le top 20 est fantastique. On a que des matchs à 3,5 plus, on a 10 matchs à 3,3 plus. Sachant que c'est mes notes et que j'ai tendance à noter plutôt plus sévère que la plupart des gens, il y a des chances pour que vous ou d'autres mettent plus que ça en 3,3 plus. Il y a des matchs à 4, 4,5 et tout. Bon, je ne peux pas détailler tous les matchs. Ce que je peux vous dire, c'est que le Sting Vader de Starrcade aurait pu être à 5 stars. Je vais en parler un petit peu. Il aurait eu 5 stars ce match avec le finish adéquat. C'est-à-dire que de mémoire, il me semble que Vader porte un splash à la 3e corde. Sting fait kick out. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il le retente. Et là, Sting esquive ou met sa jambe. Je sais plus. Il s'en sort. Et après, boum boum, 2 moves et il finit. Je crois qu'il lui fait Stinger Splash, Power Slam, il monte et il fait un Sting Splash de la 3e corde et il finit. Et je trouve que c'est dommage que Vader, à ce moment-là, se soit pas dit, attends, j'ai un move en stock, je l'ai pas encore fait, et il change, au lieu de faire un splash normal de la 3e corde, il fasse son backflip moonsault qui va sortir 2 mois plus tard. C'est trop con, il le fait après, juste après. Et que du coup, c'est le temps de préparation pour faire le move qui fait que l'autre peut esquiver, parce que finalement, s'il n'a pas esquivé le premier splash de la 3e corde, pourquoi il esquive le deuxième? T'as envie de dire, c'est un peu con. Et que du coup, en plus, avec le flip et la pirouette que c'est, et le côté complètement invraisemblable de voir un mec de son gabarit faire ça, tu te dis, là, il est retombé, il s'est niqué tout seul, et du coup, Sting peut le finir. Et du coup, ça aurait permis d'avoir la fin du match incroyable comme ça, et qui aurait emmené le truc à 5 stars. J'aurais mis 5 stars, je crois, c'est avec cette fin-là, j'aurais mis 5 stars. Et la fin, elle est un petit peu... Ah, putain. Mais alors, le reste du match, c'est génial. Sting est insaisissable et tout. Je sais qu'à un moment donné, il utilise un des moves de Liger que j'adore, où il fait une roulade avant, et c'est son talon qui vient taper la tête du gars. J'adore ce move. Je sais pas comment il s'appelle, d'ailleurs, j'ai oublié. Et Sting est génial dans ce match. Je crois qu'à un moment donné, il domine Vader et tout. Il fait le Stinger Splash dans la barrière, il y va comme un porc. C'est excellent. Voilà. Mais bref, je pourrais détailler tous les matchs, je vais pas le faire. Il y a la série de matchs entre Gordy, quand même. Je vais parler de ça. Dernier truc. La série de matchs entre Gordy et Williams contre les Steiners, où il y a vraiment une manière de couper le ring en deux, où c'est la lutte gréco-romaine de tous les lutteurs là-dedans, parce qu'ils ont tous un background qui est vachement à l'enjeu. On essaye de ramener les gars dans son coin, comme ça, si on est en difficulté, l'autre arrive très vite et clac, et ils reprennent l'avantage et tout. Et à ce jeu-là, Gordy et Williams sont meilleurs. C'est très... En fait, c'est tellement âpre, comme ça, c'est serré, tu vois. Tu as vraiment l'impression que les faces, ils veulent revenir dans leur coin, ils n'y arrivent pas, ils sont coincés et tout. Il y a une frustration qui est dégagée, qui est beaucoup plus forte que tous les matchs où il y a le face qui est dominé. Gordy et Williams, ils ont un talent pour créer ça, qui est exceptionnel. Et avec les Steiners, ça fonctionne encore mieux parce ils savent qu'ils peuvent utiliser leur lutte gréco-romaine à fond. Il y aura du répondeur et ils ont juste à laisser un tout petit peu de lest et les Steiners vont s'engouffrer pour renverser. Et donc c'est un des matchs les plus âpres que tu puisses trouver dans ce style-là. On est quasiment dans du strong style. Alors strong style, ça veut pas dire d'être stiff. Ça veut dire d'utiliser des techniques d'arts martiaux dans un match de catch. On est dans du strong style, shoot style de type gréco-romain. C'est quasiment inédit. Ça a dû exister dans les territoires NWA, peut-être dans le Mid-South. UWF, il faudra que je vois ça un jour, mais voilà, c'est excellent. Je peux pas détailler tous les matchs, donc je m'arrête là, mais ouais, il y a le Falls Count Anywhere avec Sting et Cactus Jack, qui est un classique aussi. Bon, bref. Je passe. Je peux pas détailler tous les matchs, sinon je vais faire une vidéo de 4 heures. Hein, donc voilà. Tag team de l'année, il me reste 3 awards. Donc les meilleures équipes de l'année, il y a du lourd, comme vous l'avez compris, hein, ils ont beaucoup axé sur la division par équipe. D'ailleurs, parallèlement, la WF s'est effondrée au niveau par équipe, donc c'est assez intéressant de voir que la WCW, elle, tient bon.
D'ailleurs, j'ai oublié de dire un événement marquant de l'année 92, c'est que les Steiners vont quitter la WCW tout à la fin de l'année pour débuter la WWF. Donc, voilà. Bah tiens, je commence par les Steiners. Les Steiners, encore une fois, équipe de l'année, normal, ils font toute l'année à fond. Au début, ils ont des matchs par équipe avec les gars de la Dangerous Alliance, et ensuite ils ont Gordy et Williams. Et après, ils sont plus là, mais ils ont été excellents, voilà. Donc voilà, c'est fantastique ce qu'ils ont fait avec Gordy et Williams. Donc ça alimente aussi Gordy et Williams qui sont 3e. Ils sont 3e parce qu'ils restent pas assez longtemps. Malheureusement, Terry Gordy va faire le con. Je crois qu'il va faire un no-show et il va se faire virer. Ce qui fait qu'ils vont... Alors, il va se faire virer alors qu'ils étaient champions par équipe. Ce qui fait que Steve Williams va défendre le titre par équipe avec Steve Williams. C'est pas un lapsus. En fait, Steve Austin s'appelle vraiment Steve Williams. Ce qui fait qu'ils vont faire l'équipe les Steve Williamses, on va dire ça comme ça. Les deux Steve Williams vont défendre le titre par équipe. C'est le vrai nom de Steve Austin, Steve Williams. C'est pour ça que je dis ça. Il va être suppléant de Terry Gordy et il va perdre le titre contre donc les numéros 2, Barry Windham et Dustin Rhodes. J'ai adoré leur équipe, j'ai adoré leur relation, la manière dont est un peu le mentor qui prend l'eau sous son aile et tout ça. Ils ont eu plein de super matchs. Et voilà, ça a été excellent. Lutteur de l'année, maintenant. Alors là, j'ai eu du mal parce que j'ai eu du mal. Déjà, entre le 1 et le 2, c'est très serré. Et après, il y a plein de lutteurs qui sont bons, c'est chaud de choisir. J'ai décidé finalement de mettre Ricky Steamboat numéro 3. Alors Ricky Steamboat, quand il est bon, il est vraiment excellent. Ça, c'est clair. Mais je trouve que c'est un lutteur qui n'est pas régulier. Parce qu'il y a des moments où il essaye de créer de la dramaturgie dans un match, mais de façon forcée. Donc il fait le mec qui a le dos pété ou qui n'en peut plus et tout. Et il le survend et c'est imbuvable. Des fois, je trouve qu'il est trop là, genre ah et tout, genre il n'en peut plus. Puis après, il va courir comme un lapin. Parce qu'il ne peut pas tenir ce genre de selling tout un match, c'est too much quoi. Et des fois, ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est tellement génial. Il est tellement... c'est comme Bret Hart, c'est un mec qui peut rendre des moves simples par une exécution un peu plus forte que les autres, le rendre intéressant. Genre ses arm drives sont fantastiques, c'est assez réputé. Mais voilà, même les chops, tout ça, il donne une intensité sur des moves simples. Et pour moi, un bon lutteur, c'est surtout ça, quoi. Moi, ça me saoule aujourd'hui des fois de voir des mecs tenter des moves invraisemblables, alors que des fois, tu as envie de leur dire, non mais c'est bon, fais un move normal, ça suffira, quoi, à un moment donné. Mais fais-le bien. Voilà, des fois, c'est peut-être justement les mecs qui tentent des moves obscurs, c'est un aveu d'être incapable de rendre un move simple intéressant. Et ben, Steamboat, c'est tellement le contraire. C'est un mec qui rend des trucs simples intéressants. Et voilà, mais ça marche pas toujours. J'ai donné un peu sa qualité et son défaut là, donc voilà. Numéro 2, alors j'ai hésité entre, je vais vous dire tout de suite, j'ai hésité entre Sting, qui a fait une énorme année, mais tous ces gros matchs sont quand même contre des très gros noms qui ont quand même plutôt donné la performance de leur vie aussi dans ce truc-là. Et Sting est pas tip-top au micro. Et j'ai hésité avec Barry Windham qui a été excellent, mais beaucoup en équipe. Donc le crédit est moindre que si vous êtes en one-on-one et a été meilleur que Sting au micro, certes. Bon, j'ai hésité longtemps, puis je me suis dit, allez, je vais mettre Barry Windham premier parce que je crois que Barry Windham, il est jamais mauvais en fait. Alors que Sting, il a été mauvais parfois. Après, Sting, il est mieux loti au niveau de son booking. Il a toutes les storylines, il a plein de segments, il a tout à faire. Voilà, et puis j'adore le lutteur de Barry Windham, j'adore Windham moitié heel, twinner à la fin de l'année dans les promos. Donc voilà, puis bon, je suis plus fan de Barry Windham, point barre, à un moment donné. Donc on va dire ça. Voilà, vous pouvez signaler quand même que Pillman a fait encore une fois une année fantastique, mais en étant beaucoup moins bien utilisé parce que il s'entendait pas avec Bill Watts, notamment, il n'était pas d'accord avec les décisions d'interdire les moves de la troisième corde. Et vous pouvez aussi garder à l'esprit que Steve Austin a été excellent dans un rôle plus de mid-carder. Et à l'époque, d'ailleurs, j'ai tendance à dire que Steve Austin, il ressemble plus à Chris Benoit qu'à Stone Cold. Donc le Steve Austin workhorses, quoi, qui fait des matchs, qui bump, qui est tout le temps à fond et tout. Voilà. Excellent. Voilà. Ah oui, alors une précision sur mon podium. Je crois que c'est la seule et unique fois que j'ai un podium entier, que ce soit pour WWF ou WCW, et j'anticipe sur toutes mes autres années que je ferai. Je crois que c'est la seule fois où j'ai un podium où c'est que des babyface sur le podium. Voilà. Alors Windham, certes, il devient heel à la fin de l'année, il y a un bon, mais Steamboat, Sting, Windham, c'est que des faces normalement sur cette saison-là. Voilà, un podium entier de face, je crois que je l'ai jamais eu. Voilà, c'est remarquable. Parce que souvent les heels sont meilleurs au micro, ils ont des personnages qui sont un peu plus intéressants. Bon, Windham, je l'ai dit d'ailleurs. Et souvent, ça leur donne un petit atout pour faire la diff et avoir au moins un heel sur le podium. Et je pense qu'il y a des années où je dois avoir que des heels sur les podiums, c'est possible. Mais que des faces, voilà, c'est plus rare. Voilà. Et alors, les 3 moments de l'année maintenant. Alors, je vais vous parler d'autres moments, je ne vais pas en parler que de 3. Si vous voulez les voir en vrai, je vais essayer de les mettre encore une fois
en hébergement sur un site kazakh. La vidéo, je la fous sur mon blog, vous aurez l'adresse en dessous. Vous pouvez aller voir donc les 3 moments à la suite, j'en mettrai peut-être un 4e, qui sait, en plus en bonus track. Donc, parmi les grands moments de l'année, il y a Paul Heyman qui vire Madusa. J'en ai parlé un petit peu avec des propos sexistes et tout, c'est assez marrant. Bon, c'est anecdotique. Il y a les débuts de Jake the Snake qui sont les meilleurs débuts à voir éventuellement. Bon, sans plus. Il y a Vader qui devient champion, parce que c'est big, parce que c'est Vader, et parce que le public est un peu scié, c'est marrant. Même chose pour Gordy Williams qui bat les Steiners clean. Alors là c'est encore pire. Là, le public, il est à what the fuck. Parce que clean, les Steiners, à un moment donné, parce que Sting Vader, c'est pas clean. Alors que Gordy Williams qui bat les Steiners, c'est clean. À un moment donné, il n'y a aucune excuse pour les Steiners. Rien à faire, ils se sont fait niquer. Point barre. Donc voilà. Il y a Rick Rude et sa fameuse promo qui est complètement hallucinante pour l'époque dans le talk show de Saturday Night au mois de mai. Ça, c'est à voir aussi. Je vais peut-être la mettre en bonus track, celle-là, parce qu'elle n'est pas connue et j'aime bien faire découvrir des trucs pas connus. Alors, mon podium, numéro 3, j'ai mis Vader qui annihile Sting, qui détruit Sting. Donc Vader s'en prend à Sting. En fait, ça se passe comment? Sting finit son match contre un jobber, il gagne avec son Scorpion Deathlock. Vader arrive dans le ring. Ce que j'aime bien, c'est que Sting n'est pas un blaireau. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit Vader, il attaque. Donc il profite du fait que Vader passe sous la trajectoire, enfin sous la première corde plutôt. Il le défonce et tout. Je crois qu'à un moment donné, il met un coup de chaise. Et Vader, tu vois un peu, genre il fait son Undertaker, il fait genre qu'il a rien, mais ce qui est bien avec Vader, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il essaye de se retenir. Et il se retourne et Sting va sur la troisième corde et je crois il le chope en plein vol et là il le défonce, coup de chaise, Vader bomb, sans élan, de la troisième corde, je sais plus ce qu'il lui fait, ouais, il le défonce. Et après ça, donc j'ai raconté, après il y a la storyline. En fait le segment je le trouve plutôt bien, parce que c'est pas l'habitude de voir des faces se faire passer à tabac par des heels comme ça, surtout quand le face attaque en premier. Hein, encore, il se serait fait attaquer par derrière Sting, on aurait dit ok, mais là, il y a un truc en plus. Et puis ça lance vraiment Vader, ça lance une des meilleures storylines de l'année, donc voilà. Numéro 2, le heel turn de Barry Windham, j'en ai parlé, c'est génial. Parce qu'en gros, il parle à Dustin Rhodes comme si c'était un gamin qui est trop con d'être gentil, il était là, et j'adore. Et il se retourne contre lui, alors que, voilà, il était déjà heel avant, en fait, c'est ça qui est bien. Bon, c'est super cool, j'adore ce moment, et je trouve que c'est fin, quoi. C'est un heel turn, on n'a pas beaucoup des comme ça. Il y en a, je sais pas si j'en ai d'autres. Des heel turns de tag team comme ça, souvent les turns des tag teams, c'est plus à la Shawn Michaels sur Marty Jannetty, ou voilà, il a envie de partir en solo, donc bam, je te nique la gueule, quoi. Là non, il a pas envie de partir en solo, il a juste envie d'un partenaire qui soit un peu avec lui, quoi, un peu dans son état d'esprit. C'est vachement cool. J'ai pas un autre exemple en tête de ça. Et numéro 1, parce que c'est le moment le plus marquant, historiquement, et le plus émouvant, c'est Ron Simmons qui devient champion du monde poids lourd. J'ai commencé la vidéo avec ça, je finirai la vidéo avec ça. C'est émouvant, il y a des gens qui pleurent dans le public, c'est fou, c'est surprenant, c'est peut-être pas très malin finalement, parce que Ron Simmons n'était pas booké pour, mais sur le moment c'est big, quoi. Et puis c'est historique, c'est le premier champion noir américain de tous les temps pour une fédération majeure, enfin champion du monde. Voilà. D'ailleurs, je vais finir la vidéo avec un truc, c'est que j'ai parfois entendu qu'il y avait du racisme dans le catch parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de champions noirs américains dans l'histoire, machin. Ce qui est vrai, hein, il n'y a pas eu beaucoup de champions noirs américains dans l'histoire, parce que depuis Ron Simmons, on a eu quoi? On a eu Booker T. Je vais pas compter The Rock, parce que pour moi, c'est pas la même ethnie. Moi, les noirs américains, pour moi, c'est les descendants des esclaves qu'on a ramenés dans le commerce triangulaire. Donc The Rock, c'est plus Samoan, Maori, c'est une autre ethnie, et je les compte pas. C'est peut-être un petit peu arbitraire de faire ça, mais voilà. Donc Booker T, j'en ai. Bobby Lashley et Mark Henry récemment. Entre les deux, je vois pas. Je vois pas. Et voilà. Alors ce que je voulais dire, c'est que moi je me suis toujours dit sur ce truc-là, si j'ai oublié personne, que je trouve pas que ce soit raciste de pas mettre champion noir, enfin de pas mettre plus de champions noirs, parce que je crois que ceux qui méritaient de l'être l'ont été. Ron Simmons, Booker T, Bobby Lashley, Mark Henry, ouais, c'est ceux qui méritaient d'être champions. Moi j'aurais pas voulu voir Ahmed Johnson champion du monde poids lourd, ou Shelton que j'aime bien, ou aujourd'hui Titus O'Neil ou quoi, parce qu'ils sont noirs. Je pense que c'est du racisme inversé de mettre le mec champion parce qu'il est noir, alors qu'il n'a pas le talent qui lui fait avoir l'avantage sur d'autres gars. Honnêtement, Shelton était très bon, ou Kofi Kingston, mais ils ont pas ils sentent pas les champions du monde poids lourd, à un moment donné, on peut se l'avouer. S'il y a eu du racisme dans le catch, c'est plus dans les gimmicks un peu clichés qu'on a donné à la population noire américaine, éventuellement. Notamment, j'ai cité tout à l'heure qu'un malade et tout comme ça, et puis après, d'autres gimmicks type Crime Time ou des conneries comme ça. Mais bon, pas de façon... Enfin,
Genre Ahmed Johnson, il a une gimmick qui passe, quoi. Bon, y a des gars qui ont eu le droit à des trucs pas trop dégueux. Moi, je crois qu'il y a un racisme, il y a du racisme dans le catch, mais il est beaucoup plus dans le côté chauvin des Américains envers tout le monde. Voilà. Si t'es pas américain, t'es un peu con, on siffle l'hymne japonais, les Canadiens, machin, le français avec sa baguette de pain, limite. Enfin voilà, ça va être ça. Là, et ça, c'est du racisme à travers des clichés, là d'accord, mais voilà. Juste pour finir, parce que bon, Ron Simmons, new champion pour la première fois de l'histoire, ça amène des interrogations, et je voudrais quand même juste me donner mon avis là-dessus. Donnez-moi le vôtre. Voilà, la vidéo est terminée, je vous retrouve bientôt pour 93 à la WWF normalement. Et puis j'attends vos questions, vos réactions, j'y répondrai dans la prochaine vidéo, en début de vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye.